parler avec Vladimir Glick, président du Conseil stratégique d'Asia Centre. Merci Jean-François d'être avec nous en direct dans la matinale de l'économie. On a vu cette actualité. Taïwan, dont le gouvernement veut augmenter le budget de la défense 2026 à plus de 3% du PIB. Déclaration du Premier ministre. Il y a une prise de conscience. Est-ce qu'il y a une imminence d'une intervention chinoise derrière cette décision ou c'est autre chose, Jean-François Di Meglio? Un rattrapage parce que en fait cet objectif de 3,5% du budget du PIB par Taïwan était prévu depuis l'année 2000. Alors je ne dirais pas qu'on s'est un petit peu endormi sur ses lauriers à Taïwan, mais en fait on avait fixé cet objectif il y a très longtemps. On ne peut pas nier qu'il y ait des pressions montantes de la Chine sur Taïwan, mais c'est surtout la prise de conscience qu'il y a un retard qui a été pris, et puis surtout beaucoup plus important, une restructuration du système de commandement à Taïwan, une relative vétusté de l'organisation militaire à Taïwan qui ne peut naturellement plus durer en face des menaces. Par ailleurs, n'oublions pas non plus que Taïwan est dans la même position que l'Europe, c'est-à-dire subit des pressions américaines pour prendre en charge sa propre défense et ne plus simplement compter sur l'aide de ses alliés. Le seuil des 3% n'avait plus été franchi depuis 2009. Est-ce que ça devrait, selon vous, se traduire par une réelle transformation capacitaire de l'armée ou c'est surtout un signal politique envoyé à la Chine ? Non, c'est clairement une augmentation capacitaire et puis une augmentation qualitative aussi. C'est-à-dire que Taïwan s'est désormais mis dans une logique, bien sûr, de plus grande autonomie stratégique, même si, il ne faut pas rêver, Taïwan aura besoin, en cas de scénario catastrophe, d'être assisté par un certain nombre de ses alliés. Mais c'est une évolution capacitaire, en particulier dans le cadre d'une guerre asymétrique, parce qu'il ne faut pas s'imaginer que si jamais il y avait un conflit dans le détroit, ce serait force contre force. Ce serait naturellement un apprentissage de la part des Taïwanais de ce qui s'est passé en Ukraine, en particulier l'utilisation de missiles. Et quand on parle d'augmentation capacitaire, il y a un énorme effort qui est fait sur des missiles à moyenne et à relative longue portée. En particulier des missiles indigènes qui ont été testés lors des dernières manœuvres qui ont eu lieu en juillet. Vous parlez d'un conflit, éventuellement, on en parle depuis des années, Jean-François Di Meglio. Si jamais ça arrivait, et au vu effectivement des leçons que Taïwan pourrait tirer de ce qui se passe aujourd'hui, sur qui pourrait-il compter ? Alors, tout d'abord, on est obligé de parler de conflit parce que naturellement, si j'ose dire, c'est dans l'air et on est toujours obligé de penser à tous les scénarios. Il est clair qu'aujourd'hui, la Chine n'a pas la capacité de lancer une opération contre Taïwan pour toutes sortes de raisons. D'abord parce que le soutien d'un certain nombre d'alliés du dispositif de soutien à Taïwan, les États-Unis en premier, mais aussi la Corée et le Japon pourraient venir à la rescousse, ça c'est pas exclu, mais aussi parce qu'une attaque contre Taïwan c'est quelque chose de très compliqué. Taïwan est une île qui est à 150 km des côtes chinoises. Dans les différents scénarios, naturellement, il y a aussi le blocus et puis il y a aussi la guerre psychologique. Mais la question demeure, Taïwan a besoin d'alliés et la phrase naturellement qui avait beaucoup choqué en avril 23 de la part du président Macron n'est pas appropriée parce que Taïwan a besoin naturellement de soutien de tous les pays démocratiques et c'est d'ailleurs pour ça que la France maintient sa présence en mer de Chine du Sud et défend la liberté de navigation que la Chine pourrait compromettre. Est-ce que ce renforcement, ce budget accru, il, selon vous, pourra renforcer la dissuasion taïwanaise ou est-ce qu'il pourrait aussi pas alimenter l'escalade militaire si on se place du côté de la perception chinoise ? Non, parce que, encore une fois, quand on dit 3,5% du PIB taïwanais, vous voyez ce que ça représente par rapport au PIB de la Chine. Donc, c'est un message principalement envoyé à la Chine, bien sûr, mais c'est aussi un message envoyé aux alliés et en premier lieu aux États-Unis. Nous aussi, nous sommes capables de compter sur nos forces pour, disons, une première vague de défense, ou en tout cas pour faire face en cas d'agression. Nous ne restons pas les bras croisés. C'est surtout ça le message. Vous parliez tout à l'heure de vétusté de l'organisation militaire, du fait que ces dépenses ont été freinées depuis trop longtemps. Pourquoi ça a pris ce retard en réalité ?
Déjà, il faut se souvenir que la grande force de Taïwan, mais aussi sa faiblesse, c'est que c'est une démocratie. Et que dans cette démocratie, exactement comme chez nous, on a tendance à oublier que la guerre est un fait qui est partie prenante de la vie des relations internationales. La vie est très douce à Taïwan. L'alternance politique a contribué effectivement à cette relative omission de la dimension militaire de la conduite d'un pays. Et puis par ailleurs, les cadres historiques de l'armée taïwanaise sont dans une logique qui est issue du Kuomintang, c'est-à-dire le vieux système politique de Taïwan depuis bientôt 80 ans. Et il y a une nouvelle génération qui arrive, et c'est cette génération qui prend conscience de ce qui se passe dans le monde et qui se dit on n'est plus exactement dans le monde où Taïwan, en 1949, est devenu Taïwan. L'opposition aussi à l'intérieur du pays n'est pas favorable à l'augmentation des dépenses militaires. Il y a une partie qui est plutôt pro-Chine, d'ailleurs. Alors, c'est très ambigu. Quand vous parlez d'opposition, effectivement, vous faites allusion à ce système dont je viens de parler, c'est-à-dire le Kuomintang qui était au pouvoir de 1949 jusqu'en 2008, enfin jusqu'en 2000 d'abord, et puis qui a repris le pouvoir ensuite. Oui, le Kuomintang est très partagé. C'est-à-dire que la logique, c'est effectivement la non-confrontation vis-à-vis de la Chine. Et on se souvient que la précédente présidence Kuomintang, Ma Ying-jeou, avait lancé un processus de libre-échange avec la Chine. Il y a des échanges commerciaux avec la Chine et le Kuomintang, naturellement, il est très favorable. Mais ces échanges avec la Chine, tout le monde en a besoin, y compris les soutiens du parti au pouvoir. Quant au Kuomintang, il a légèrement infléchi sa ligne. Il était effectivement, autrefois, favorable à ce que certains appellent la réunification, mais qui serait une unification, en tout cas un dialogue ou une intégration face à Hong Kong. L'opinion publique taïwanaise, d'abord, elle est très versatile. Elle vient de redonner confiance au Kuomintang lors d'élections le 26 juillet dernier. Néanmoins, donnant son soutien au Kuomintang, elle n'est pas pour autant favorable au rapprochement avec un régime qui est clairement à l'opposé de ce qu'est le régime démocratique taïwanais. Vous avez mentionné tout à l'heure le contexte tendu avec les États-Unis, le fait que Taipei et Washington sont toujours en train de négocier sur les droits de douane. Est-ce que vous diriez que finalement c'est une bonne chose cette méthode Trump qui a poussé qui pousse l'île à renforcer son autonomie stratégique de la même manière que c'est un peu le même effet que la méthode Trump a eu sur les Européens? C'est un mal pour un bien finalement de leur dire payez pour votre défense? Écoutez, j'aimerais pas vous répondre, il est encore trop tôt pour le dire, parce que cette logique trumpienne, on voit pas réellement quelle est sa colonne vertébrale. C'est certain qu'il y a une prise de conscience, mais quand on voit toutes les contradictions qu'elle contient, quand on voit effectivement les 27 autour de la table avec Trump cette semaine, et juste après des sanctions commerciales contre les Européens, et en particulier des spiritueux, il est très difficile de savoir qu'au-delà de cette prise de conscience qui était nécessaire, on va arriver à un modus vivendi entre les États-Unis et ses différents partenaires historiques. Pour terminer, on voit que le monde entier, en réalité, on en parle beaucoup sur cette antenne, se bat un peu contre les droits de douane imposés par les États-Unis. Est-ce que on peut dire qu'en ce moment, le dossier taïwanais est passé derrière les autres dossiers concernant la Chine? Est-ce que pour le moment, c'est pas dans ses priorités? Ça n'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il n'est pas important. Il est évident qu'il y a l'adversaire principal des États-Unis aujourd'hui, il est évident que ça n'est pas la Russie, il est évident que c'est la montée en puissance de la Chine, en particulier sur les sujets technologiques. Et ces sujets technologiques, on ne l'a pas dit, mais ils sont naturellement clés dans la défense de Taïwan. Avec les puces, évidemment. Merci beaucoup Jean-François Di Meglio, président du Conseil d'orientation stratégique d'Asia Centre, d'avoir été avec nous dans la matinale de l'économie.